cette demi-journée de workshop sur l'éthique et morale. Là, on va réfléchir aux sources de l'éthique, des origines à sa construction. Donc, pour cela, on va prendre 3 secteurs différents pour comparer l'évolution de ces 3 secteurs. Et on va commencer par le secteur, je dirais, le plus ancien, qui est la santé. Et pour nous présenter cela, ça va être Jérôme. Jérôme qui va nous parler de l'éthique en santé, pourquoi, comment et pourquoi. Jérôme est infirmier, il est cadre formateur à la Croix-Rouge. Il fait partie de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale des Hauts-de-France et lui situé à l'Institut de formation de soins infirmiers de Lens. Donc, il va nous parler donc, de l'éthique en santé. Et je le remercie. Alors, je vais enlever le PowerPoint pour laisser la place à celui de Jérôme. Voilà. Enfin, si j'y arrive. Voilà. Donc, Jérôme, est-ce que j'ai réussi? Voilà. Jérôme, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'intervenir pour ce séminaire. Je sais que c'est toujours étonnant d'être invité dans un séminaire d'IA alors qu'on n'est pas du domaine. Je sais que les autres intervenants comme Dalila ou Laurent ont également été un peu surpris. Mais au contraire, on va pouvoir apprendre énormément de choses par rapport à l'apparition et au développement de l'éthique dans le domaine de la santé pour voir si nous, en IA, on peut s'en inspirer ou on peut en apprendre quelque chose. Et on fera de toute façon le bilan en fin de journée. Mais je suis vraiment très, très contente de te recevoir, très heureuse et de te revoir, parce que je te connaissais déjà. Et puis, c'est l'occasion pour moi de t'écouter sur ce sujet qui, je sais, te tient beaucoup à cœur. Très bien. Merci encore, Nathalie. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment très, très passionnant depuis le début de l'après-midi. Alors, je vais peut-être projeter effectivement ma présentation. Voilà, ce sera plus facile pour suivre. Voilà, je pense que ça a dû s'afficher. Parfait. Oui, très bien. Voilà. Donc, c'est parfait. Je te laisse le contrôle, je coupe mon micro. Merci beaucoup en tout cas. Encore merci Nathalie. Je te remercie aussi pour la présentation réalisée. Donc effectivement, je suis infirmier. J'ai essentiellement travaillé dans le domaine des soins palliatifs pendant plusieurs années. Donc voilà, j'y ferai peut-être référence. Ça peut peut-être expliquer aussi mon intérêt pour l'éthique. Je suis actuellement cadre de santé formateur donc en IFSI. C'est la formation des étudiants infirmiers, mais aussi des aides-soignants et des cadres de santé. J'interviens aussi dans le cadre d'un début de soins palliatifs et puis de formation à l'attention des futurs cadres de direction d'établissements de santé. Ce qui est très intéressant, pardonne-moi de te couper, pardon. Oui, je t'en prie. Ce qui est très intéressant, c'est que comme toi, tu es sur le terrain, tu as une vision réelle. Tu vois l'éthique telle qu'elle s'applique sur les personnes vivantes et ce n'est pas dématérialisé, c'est concret. Donc ça, c'est vraiment l'expérience dont on a besoin, nous, ici. D'accord. J'essaie vraiment de la présenter. Voilà, c'est peut-être la manière dont je l'aperçois. Donc, bien entendu, c'est bien entendu discutable. Alors, moi, ce que je vais vraiment présenter aujourd'hui, je ne vais pas parler de bioéthique, ce n'est pas vraiment mon domaine. Moi, je vais vraiment parler de l'éthique en santé et plus précisément de la manière dont l'éthique en santé est mise en œuvre par les acteurs, par les professionnels de santé au sein des institutions sanitaires, les hôpitaux, les cliniques, mais aussi les établissements médico-sociaux, les EHPAD pour les personnes âgées, les MAS pour les personnes handicapées. Et donc, je vous propose une présentation en 3 parties. Essayons de comprendre l'origine de l'éthique. Pourquoi aujourd'hui il y a un tel besoin d'éthique en santé, pourquoi il y a un tel engouement pour l'éthique en santé. Voilà, au travers de 3 points que j'ai essayé d'identifier. Ensuite, on abordera finalement les finalités de cette éthique en santé. C'est répondre aux attentes, mais de quoi, de qui, pourquoi. Et puis après, voilà comment, concrètement, de manière pratique, peut-on mettre en œuvre cette éthique en santé. Donc, ma présentation, vous verrez, sera vraiment peut-être très pratique. Enfin, c'est vraiment de l'éthique appliquée, en fait.
voilà, une demi-heure, j'espère quand même présenter de manière assez complète le sujet. Alors, peut-être le point de départ pour comprendre l'éthique en santé, il faut peut-être revenir quelques instants sur l'histoire de la médecine. La médecine, bon, elle a connu certaines évolutions, notamment des progrès qui ont été réalisés, des découvertes, notamment au moment de la Renaissance. Il y a vraiment eu un virage majeur au XIXe siècle où il y a vraiment une rupture avec la tradition hippocratique. Finalement, ce médecin de l'Antiquité qui a pendant très longtemps guidé la médecine, au XIXe siècle, il y a eu un changement assez radical où là, finalement, la médecine est devenue véritablement une science. L'idée, donc, bon, voilà, c'est une représentation un tableau représentant Claude Bernard. Il est assez connu, bon, c'est peut-être les hôpitaux qui portent son nom, et c'est peut-être lui qui illustre assez bien finalement cette émergence de la médecine scientifique. Et donc, pour Claude Bernard, la médecine, elle devait être capable de descendre comme ça dans l'intérieur des organismes pour essayer de modifier les ressorts cachés de cette machine vivante. Donc, l'individu n'était pas vraiment considéré dans une globalité avec notamment la théorie des humeurs qui nous venait d'Hippocrate, mais là, on voyait plutôt finalement comme une machine, comme un ensemble de systèmes, d'organes sur lesquels on pouvait intervenir. Alors, dans cette conception, dire que la médecine est inhumaine, c'est un pléonasme. Un pléonasme, bon, c'est je monte en haut, en fait. Ah oui, la médecine est inhumaine parce qu'il voilà, n'y a pas d'humain, il y a une machine vivante sur laquelle on peut agir, sur laquelle on peut intervenir, qu'on peut essayer aussi de réparer. Cette conception, elle a vraiment permis des progrès spectaculaires de la médecine. Cette approche scientifique a vraiment permis une explosion en termes de découvertes, de connaissances. Bon, après, ça a vite trouvé ses limites parce qu'on très rapidement, on comprend bien que voilà, l'être humain n'est pas une simple machine. Hein. On peut prendre l'exemple de la crise sanitaire avec l'épidémie du Covid. On sait que cette maladie, elle peut entraîner des pneumopathies sévères. La réponse, c'est pas le nombre de respirateurs. Hein. C'est pas, voilà, rassurez-vous, si vous faites une pneumopathie sévère, il y aura un respirateur. Il suffira de mettre un tube dans les voies respiratoires, donc d'intuber la personne pour faire redémarrer la machine. Voilà, on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans cette machine vivante, il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un dedans. Hein, c'est surtout ça. Quoi. Il y a quand même une personne humaine à l'intérieur et qui, voilà, par moment, a dit non, enfin, qui s'est opposé à cette conception. Hein, parce que bon, il y a eu certaines dérives. Hein. Alors, il y a des dérives qu'on connaît assez bien, notamment celle du procès Nuremberg. Je pense que c'est les plus connues. Donc là, j'ai surtout mis en évidence la deuxième partie hein, du procès Nuremberg, donc de décembre 1946 à août 1947, où là, où les médecins nazis ont été jugés par rapport aux expérimentations qui ont été menées dans les camps de concentration. Mais après, il y a d'autres dérives aussi qui sont beaucoup moins connues et qui sont tout autant scandaleuses. Donc là, c'est un exemple, hein, mais c'est l'affaire de Tuskegee. Alors, Tuskegee, c'est une ville située en Alabama, où vivait à l'époque essentiellement une population afro-américaine, sur laquelle une expérimentation a été menée à grande échelle pendant 40 ans, de 1932 à 1972, afin de voir l'évolution naturelle de la syphilis. Alors, là où c'est scandaleux, c'est que durant cette expérimentation, il y avait quand même eu la découverte des antibiotiques qui auraient pu traiter la syphilis, mais voilà, on a laissé poursuivre l'expérience pour l'intérêt scientifique, en fait. Alors, ces scandales, ils ont été révélés en 66, en fait, hein, au travers d'un article. Et donc, il y a eu toute une prise de conscience de la communauté scientifique à partir de là. Et donc, ça a amené à la formulation de 4 principes. Alors, des principes qui sont encore assez connus aujourd'hui. Donc, la non-malfaisance, c'est le fait de ne pas vouloir faire mal, pas vouloir faire le mal à l'autre, et au contraire rechercher son bien. Respecter l'autonomie de la personne. Alors, c'est à la fois l'autonomie physique, mais c'est aussi l'autonomie intellectuelle dans la prise de décision, par exemple. Et puis après, un autre principe qui est celui de la justice. Alors, la justice, c'est effectivement peut-être
traiter un patient de la même manière qu'on traite un autre patient, mais se pose aussi la question de la justice distributive, c'est-à-dire la juste répartition des ressources. On l'a vu encore une fois avec cette crise sanitaire, avec le Covid, lorsque les ressources matérielles ont été en tension, notamment en termes d'accès à la réanimation, comment peut-on répartir de manière juste l'accès à la réanimation? Est-ce que voilà, d'emblée, il faut récuser les personnes plus âgées et privilégier les plus jeunes? Bon. Ces quatre principes constituent ou ont constitué pendant très longtemps les points cardinaux de l'éthique et de la bioéthique. Maintenant, bon, ces quatre principes ne sont pas forcément suffisants parce qu'ils ont tendance à cristalliser des situations aporiques, en fait. Hein, on n'arrive pas à envisager de perspective. Et puis surtout, alors pourquoi ces quatre principes-là? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi maintenant on parle beaucoup du principe de précaution, notamment en matière d'environnement, mais on peut parler aussi du principe de précaution en matière de vaccination. Et puis on l'a bien vu au début de la campagne de vaccination, qui a commencé vraiment très très prudemment, afin vraiment afin de s'assurer que toutes les conditions étaient remplies pour vacciner les personnes en sécurité, en fait. Donc, des principes qui ont encore, qui guident encore les réflexions. Bon, pour illustrer un petit peu, un patient qui est atteint d'un cancer, le traitement par chimiothérapie, à un moment donné, ce qui risque pas, si la maladie est à un stade évolué, si le patient ne répond plus forcément au traitement, à un moment donné, on risque d'être plus dans une forme de malfaisance par rapport aux effets secondaires qui vont être induits, que dans une forme de bienfaisance par rapport à la guérison qui est attendue. Hein. Bon, voilà, ça sous-entend aussi le rapport, ce qu'on appelle le bénéfice-risque dans le domaine de la santé. Alors ça, c'est un premier point qui permet peut-être d'illustrer le développement de l'éthique en santé. Je pense que c'est vrai que c'est les progrès technoscientifiques depuis le 19e siècle qui ont amené ces questions d'éthique en santé. Alors peut-être l'autre point, c'est que dans le domaine de la santé, il existe plusieurs paradigmes en tension. Alors moi, je suis reparti vraiment de l'histoire des soignants pour essayer de comprendre un petit peu ces paradigmes. Et l'histoire des soignants, c'est une histoire qui est quand même très très riche, qui est très longue, qui remonte au début de l'humanité. Et on s'aperçoit qu'à chaque évolution des grandes périodes de l'histoire soignante, il y a des valeurs qui sont rattachées. Alors, on peut imaginer qu'au début, les premiers soignants, c'était simplement, c'était déjà les femmes soignantes. Les mères qui prenaient soin de leur bébé, c'était déjà des formes du soin. Et donc, il y a des valeurs qui sont attachées à ce côté maternant. Bon, voilà, j'en cite quelques-unes ici, hein, l'affectivité, la douceur, l'abnégation. Et puis après, voilà, il y a eu d'autres périodes dans l'histoire des soignants qui ont été quand même très, très marquantes. Alors, à un moment donné, effectivement, c'était les religieux qui avaient la charge du soin. Et donc, il y a d'autres valeurs aussi qui sont issues de ce modèle religieux, l'humilité, la vocation, la charité. Après, les soignants, ils ont été aussi touchés directement par cette révolution scientifique. Hein. Puis il y a des valeurs qui ont émergé, hein, l'objectivité, la méthode, la technicité. Puis voilà, toute une série de valeurs qui sont attachées aux paradigmes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces paradigmes ne se succèdent pas. Un paradigme ne va pas chasser l'autre. En fait, les paradigmes vont se superposer comme des strates géologiques, en fait. Hein. Et donc, en tant que soignant, nous, on est un peu dépositaire de tous ces paradigmes. Et donc, voilà, on peut se retrouver dans différents modèles qui peuvent nous correspondre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas se retrouver dans le paradigme maternant, par exemple, en tant qu'infirmier. On peut très bien aussi se retrouver dans le paradigme religieux, être à la fois dans le côté maternant, dans le côté religieux, par rapport à la vocation. Il y a des personnes qui ont décidé vraiment de choisir le soin comme métier. Pour eux, c'était une vocation, c'était un peu une évidence. Hein. Alors, maintenant, bon, voilà, il ne faut pas cliver les choses. On peut très bien aimer le côté méthode, technicité, et choisir de travailler, par exemple, au SAMU ou dans des services de réanimation, mais aussi faire preuve d'affectivité, de douceur envers les patients. Et
Là où ça se complexifie un peu, c'est qu'à un moment donné, ces paradigmes peuvent entrer en tension. C'est-à-dire que un soignant qui serait dans une approche très maternante, alors paternaliste, voire maternaliste, qui sait finalement ce qui est bon pour le patient, qui considère un petit peu comme, voilà, comme un enfant pour qui on doit choisir finalement ce qui est bien pour lui, ça peut entrer en tension avec des soignants qui auraient une approche beaucoup plus humaniste, qui reconnaîtraient pleinement l'autonomie, la liberté de décision, la capacité à assumer ses propres choix, même si ceux-là sont contraires aux choix que j'aurais effectués en étant à sa place. Alors peut-être qu'il y aura d'autres paradigmes aussi. Enfin, moi, j'ai repris l'exemple au premier confinement, lorsqu'on nous disait que, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, lorsqu'il nous disait que nous étions en guerre, voilà, on saluait le travail des héros. Alors, on les applaudissait un petit peu comme on applaudit, voilà, comme on peut applaudir Superman ou Batman. Alors, c'est un petit peu l'exemple que j'ai mis en évidence là, sur la vignette. Donc, c'est un tableau de Banksy où finalement l'enfant a mis dans la corbeille les super-héros pour s'amuser avec une infirmière qui est drapée d'une cape. Peut-être que là, il y aurait aussi d'autres paradigmes qui seraient apparus, un paradigme héroïque ou guerrier, et dont les valeurs seraient la force, la lutte, le don de soi. Voilà. Peut-être que ça va laisser aussi des traces dans l'histoire soignante. Donc, on voit qu'au niveau de l'histoire des soignants, il y a déjà plusieurs paradigmes qui entrent en tension et qui peuvent être source de conflits. Et ces paradigmes sont déjà en tension entre eux, ils vont en plus entrer en tension avec différentes logiques. Alors, la logique soignante, ce n'est pas la logique médicale. Tout à l'heure, en fait, voilà, on parlait d'éthologie. L'éthos, c'est une manière finalement d'habiter le monde. Les soignants, ils n'habitent pas le monde de l'hôpital de la même manière que vont l'habiter le personnel administratif ou la direction. Donc, bon, il y a une petite caricature. Voilà. Alors, combien ça va aujourd'hui? Oui, l'hôpital, il y a eu un virage aussi, l'hôpital entreprise, où ces logiques, elles peuvent amener à un certain nombre de conflits de valeurs ou un conflit entre ces logiques. Et c'est ces conflits qui vont être vraiment le point de départ de la réflexion éthique. Alors, pour reprendre un petit peu l'idée, donc on a vu peut-être une première raison qui est le développement technoscientifique, une deuxième raison qui est la mise en tension de plusieurs paradigmes, et la troisième raison qui peut expliquer le développement et l'engouement pour l'éthique en santé, c'est l'évolution de l'offre et de la demande. La demande en soins, elle a vraiment évolué au cours des dernières années. Lorsque j'étais étudiant, on me disait, oui, on n'est plus dans la lutte contre les maladies infectieuses, ça c'était le XXe siècle, ça s'est terminé. Maintenant, on est plus dans la lutte contre les maladies chroniques, la lutte contre les cancers, la prise en charge du handicap. Alors là, dans la situation actuelle, on voit qu'on est à la fois dans la lutte contre les maladies infectieuses, on a bien vu que c'est une lutte quand même qui est assez acharnée contre le Covid, et en plus, voilà, il faut tenir compte de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes atteintes de cancer, qui en plus sont peut-être les plus vulnérables face aux maladies infectieuses. Donc voilà, ça permet de cerner un petit peu le degré de complexité. On a des patients qui sont beaucoup plus connaisseurs de leurs droits, qui n'hésitent pas à les revendiquer, à les affirmer, notamment en matière de fin de vie, où les droits ont quand même pas mal évolué depuis 2005. Des patients qui ont des accès aussi facilités aux informations, notamment sur Internet, qui se renseignent sur les traitements, mais qui se renseignent aussi sur le prestige ou le palmarès des établissements. Vous voyez, chaque année, en fait, il y a des revues qui classent les établissements de santé selon des taux de réussite, des taux de performance. Là, forcément aussi, ça a une incidence sur la demande en soins. Et l'offre en soins, elle a aussi évolué au cours des dernières années. Alors, l'évolution, elle est assez importante parce qu'on ne soigne plus de la même manière. Je prends l'exemple des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont vraiment développés donc en France, c'était plutôt dans les années 80.
avec l'ouverture de la première unité de soins palliatifs à Paris. Et les soins palliatifs, ils sont peut-être arrivés en réaction aussi à la toute-puissance d'une médecine curative qui finalement commençait vraiment à atteindre ses limites dans l'accompagnement de certaines situations. Et donc voilà, peut-être que là, effectivement, il fallait une autre approche qui était celle du palliatif. Le virage que l'hôpital a pris aussi, c'est le virage ambulatoire. Alors, c'est le virage ambulatoire, alors, pour une simple raison qui est celle du coût. Hein. Il y a eu beaucoup de réformes hospitalières. En fait, je crois qu'au cours des dernières décennies, on en compte à peu près 8 à 10. Quoi. Ça fait à peu près une réforme tous les 3-4 ans. Alors, des réformes plus ou moins importantes, mais bon, qui impactent quand même forcément le fonctionnement de hospitalier. Et donc, un hôpital qui est entré dans une logique entrepreneuriale avec une nécessité de réduire les coûts. Donc, la T2A, c'est vraiment une tarification qui se fait à l'activité. C'est vraiment l'activité qui est rémunérée. Une logique qui est celle du flux tendu. Hein, il y a une perte de 70 000 lits en 10 ans. Alors, on a vu que cette logique de flux tendu, elle a été vraiment très, très problématique au plus fort de la crise, hein, parce que oui, quand on est dans du flux tendu, à un moment donné, quand il n'y a pas assez de lits disponibles, ça pose problème. Et l'idée, c'était vraiment de faire baisser la DMS, c'est la durée moyenne de séjour. Donc, il faut que les personnes restent le moins longtemps possible et d'augmenter le taux d'occupation des lits. C'est-à-dire qu'il faut que tous les lits soient occupés pour que l'hôpital soit rentable. Alors, l'idée, c'est de dire, voilà, il n'y a pas assez de lits, ça c'est clair. Par contre, on va pouvoir créer d'autres fonctions, notamment des bed managers, c'est-à-dire des gestionnaires de lits, des personnes qui vont pouvoir, en temps réel, affiner comme ça l'offre de soins, en fait, au sein des services. Alors, pourquoi l'éthique? Alors là, c'est pourquoi, en 2 mots, finalement, quelles sont les finalités, à quoi doit répondre l'éthique en santé? Au regard de toutes ces évolutions, d'un côté, répondre à des lois, des normes, des recommandations. Alors, bon, j'ai cité l'exemple de la loi du 4 mars 2002, où là, c'est précisé que les établissements doivent mener en leur sein une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. Il y a aussi des recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et on retrouve aussi cette obligation dans des référentiels de certification des établissements de santé et médico-sociaux, qui n'ont pas forcément les mêmes référentiels. Alors, les référentiels évoluent. Bon, la dernière version, là, par exemple, c'est la V2020. Alors, je n'ai pas trouvé véritablement dans cette nouvelle version cette nécessité de mener une réflexion sur la question éthique. Par contre, certains principes sont réaffirmés, notamment le respect de la dignité, de la pudeur du patient, de l'intimité. Bon, c'est un peu bizarre comme de le mettre dans un référentiel, mais bon, c'est quand même réaffirmé dans le référentiel de certification. Alors, il y a les référentiels de certification, et puis après, d'un autre côté, il y a vraiment les attentes très fortes, et c'est peut-être ça la raison principale, hein, des professionnels de santé. Alors, ça va du simple questionnement sur le sens du soin à une souffrance éthique. Hein. Il y a des professionnels qui sont vraiment mal dans leur pratique au quotidien, et on peut vraiment parler de souffrance éthique, hein, parce qu'ils ressentent un besoin de cohérence par rapport à ce qui est fait, non de cohérence par rapport à une dispersion qui peut être ressentie dans les actions. Ça a été majoré forcément par la crise sanitaire, la question de la priorisation des patients, hein, voilà, pour dire plus vulgairement, peut-être le tri des patients. Et c'est vraiment un enjeu de santé publique, parce que selon une enquête récente de l'Ordre national des infirmiers, qui a été publiée en octobre 2020, 40% des infirmiers souhaiteraient changer de métier. Alors on nous dit, oui, mais ils sont fatigués, ils ont été usés par la crise sanitaire. Alors il y a une fatigue qui est physique, ça c'est vrai, c'est un métier qui dure physiquement. Il y a un épuisement émotionnel aussi qui est important. On parle aussi de burn-out, ça aussi. Par contre, je pense qu'on sous-estime beaucoup la souffrance éthique des professionnels. Il y a une perte de sens peut-être à un moment donné qui peut s'installer. Et lorsque cette perte de sens est là, qu'elle est ancrée, c'est très, très difficile après de pouvoir soigner dans la durée. Alors, pourquoi voilà pourquoi ce besoin, cette nécessité de l'éthique aussi. L'éthique se porte bien. Donc, cette phrase est la double sens, hein, de Philippe Zandra. Ça se porte bien dans le sens où il y a vraiment un besoin d'éthique aujourd'hui, mais aussi dans le sens où l'éthique, c'est un peu tendance aujourd'hui, c'est un peu à la mode.
Et c'est vrai qu'une institution, un hôpital qui affiche en vitrine, bon là c'est une vitrine, c'est du prêt-à-porter, mais bon, c'est pas très grave, mais éthique, tout de suite c'est plus vendeur. Et il faut faire attention, là c'est du prêt-à-porter, à ne pas tomber dans le prêt-à-penser aussi avec l'éthique. Il faut être prudent aussi par rapport à ça. Donc le risque majeur de l'éthique, ce serait l'instrumentalisation. J'ai apprécié tout à l'heure le terme d'Emmanuel Goffi qui parlait de cosmétique. Voilà, je crois que ça rejoint un petit peu l'idée aussi. Et puis bon, j'en profite pour citer Ivan Illich qui disait, bon, ce n'était pas à propos de l'hôpital, là c'était à propos de l'éducation. Faut toujours être prudent, ne jamais substituer à l'idée de valeur celle de service. Il ne faut pas que l'éthique ou l'alibi éthique, pour reprendre l'expression de Sicard, en fait, devienne une forme de caution pour les établissements. Alors, pourquoi que vise l'éthique finalement? Ça va être envisager des perspectives, du sens face à la complexité et à l'hypernormativité finalement qui est présente dans les services. Alors là, j'ai voulu prendre une situation, je vais vous présenter une situation, je ne savais pas trop laquelle mobiliser, mais finalement, j'ai pris une situation qui est vraiment très très simple. C'est simplement une personne âgée de 85 ans qui est veuve, qui vit dans un EHPAD. Et le seul plaisir qu'elle a, c'est vraiment prendre le bus pour aller dans un hypermarché qui est situé à 3 km de l'établissement. Alors, voilà, il y a eu des épisodes de chute, des confusions de lignes où elle s'est perdue. Et voilà, ça commence à générer des conflits au sein de l'établissement. Alors, des conflits parce qu'en fait, là, il y a deux principes qui sont présents. Il y a d'un côté l'autonomie de la personne et puis d'un autre côté la sécurité. Il y a peut-être aussi des soignants qui se retrouvent dans un modèle maternant où il faut vraiment préserver le résident, et puis d'autres qui se retrouvent dans un modèle plus humaniste en lui disant non, mais c'est son autonomie, si elle, c'est son choix, voilà, qu'elle aille au supermarché, même si c'est prendre des risques, pour elle, c'est fondamental. Et alors, cette situation, je trouve qu'elle est très très bien parce que finalement, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de maladie qui est mise en évidence. Voilà, j'aurais pu en trouver des autres plus complexes, mais je préfère prendre celle-là pour montrer que finalement, voilà, l'éthique en santé, c'est aussi des situations du quotidien qui vont amener comme ça des fois des dilemmes qui vont amener les équipes à se questionner pour essayer d'envisager les meilleures perspectives. Alors là, on peut imaginer, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, qu'est-ce qu'amènerait l'intelligence en santé, l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éthique en santé. On pourrait très bien imaginer une vidéosurveillance de cette résidente. Voilà. Peut-être qu'effectivement, si on introduit la question de la vidéosurveillance, on résout peut-être la question de la sécurité, ou on évalue peut-être ce côté sécurité, mais bon, en tout cas, ça ne limitera pas le questionnement éthique, parce que ça amènera forcément d'autres questions. Alors, comment mettre en œuvre cette réflexion éthique? Le point de départ, c'est bien comprendre que la réflexion est ouverte à tous, quelle que soit la fonction. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a aucune personne à l'hôpital qui détient la bonne réponse. C'est vraiment ouvert à tous. Le regard de l'aide-soignant est aussi fondamental que le regard du chef de service sur la situation. Alors, c'est une approche qui est contextuelle et réflexive. Ça veut dire qu'on va tenir compte vraiment de la singularité de la situation dans le contexte où cette situation s'est déroulée. Et une approche qui est collective et délibérative. Alors, moi, j'ai participé pendant quelques années à un comité local d'éthique. Et dans ce comité, on réunissait à la fois il y avait des soignants, mais il y avait aussi des juristes, des philosophes, des bénévoles, voilà, des personnes qui ont vraiment des regards différents sur la situation pour envisager les perspectives. Alors, ça peut être réalisé a priori ou a posteriori. Alors, généralement, c'est a posteriori parce que on est beaucoup plus distancié, on est moins accaparé par les émotions. Maintenant, il y a une réelle demande qui est aussi a priori, c'est-à-dire dans le feu de l'action. Des fois, voilà, on peut être appelé dans des services de réanimation parce qu'il y a des décisions à prendre, et puis voilà, la décision est à prendre maintenant en termes de poursuite ou non des traitements. L'éthique, elle relève vraiment d'un apprentissage. Ça ne s'improvise pas. Je disais que l'approche devait être méthodique, on agit avec méthode. Alors, il y a différentes méthodes pour analyser ce type de situation, mais c'est vraiment un apprentissage. Il faut vraiment
voilà, s'engager dans ce type de réflexion. Et ça passe aussi par la formation, alors initiale, continue, mais aussi par l'auto-formation. Il y a différentes approches pédagogiques qui existent en IFSI pour cet apprentissage de réflexion éthique, qui n'est pas circonscrite à la situation clinique, mais qui peut prendre différentes formes. Par exemple, le comité d'éthique auquel je participais organisait des ciné-débats. Voilà, ça permet de réfléchir aussi sur l'éthique en santé. Et voilà, pour conclure, alors, ce n'est pas une conclusion, hein, c'est plutôt une ouverture. L'idée, c'est vraiment de dire que l'éthique en santé, elle n'est pas réduite à une approche qui est médico-centrée, parce qu'on ne peut pas réduire l'approche à une dimension physique sur laquelle on agirait. Hein, ce n'est pas une machine vivante, comme l'avait écrit Claude Bernard. La réflexion éthique dans le domaine de la santé, elle est à l'interface de multiples approches, médicales, sociologiques, anthropologiques, philosophiques, juridiques, économiques. La dimension économique est à prendre en compte. Voilà, c'est quand même... elle pèse quand même aussi dans l'orientation à prendre dans la décision. Et voilà, je voulais faire peut-être une analogie aussi avec la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, en prenant les réflexions de Barbara Stiegler, qui pense que la crise que nous connaissons actuellement, ce n'est pas une pandémie, mais une syndémie, c'est-à-dire une maladie causée par les inégalités sociales et par la crise écologique entendue au sens large. C'est-à-dire que la réponse à la crise sanitaire, ce n'est pas une réponse médicale. Barbara Stiegler, elle nous invite vraiment à questionner nos modèles actuels, donc le modèle du soin, mais aussi nos modèles politiques, économiques, éducatifs, et donc à réinventer ces modèles aussi pour sortir de la crise que nous connaissons. Voilà, je vous remercie pour votre attention.